Qu'est-ce que c'est la souffrance? De quoi souffrons-nous? C'est bien sûr que nous avons tous des douleurs à vivre dans notre expérience de vie, des douleurs physiques, des douleurs psychiques, émotionnelles. Il y a plein de choses qui nous traversent dans une vie et la souffrance, c'est lié à deux données, la durée et le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire le fait de, quelque part, d'avoir un sentiment de douleur ou d'inconfort ou de désespoir parfois qui dure dans le temps et devant lequel on se sent démuni et impuissant. Alors la souffrance, évidemment, ça peut prendre la forme d'événements du présent, c'est-à-dire il peut arriver des choses dans nos vies qui nous percutent de plein fouet, qui nous laissent dans des états de sidération. Et en soi, voilà, nous vivons à ce moment-là de la douleur. Si ça perdure dans le temps, si nous commençons à nous sentir finalement identifiés à cette souffrance et qu'il y a un avant, un après et que nous sommes en train de patauger dans ce sentiment d'inconfort qui reste permanent, là on peut parler de souffrance. Et la souffrance, elle est bien sûr aussi en lien avec le passé, c'est-à-dire les blessures que nous portons tous. Et il faut savoir que dans notre construction, il y a, avant 7 ans, il y a juste des mécanismes qui sont en place, des mécanismes de survie qui sont en lien avec le cerveau reptilien, c'est-à-dire la survie, et l'émotionnel, les mémoires émotionnelles. On parle souvent de blessures, tout le monde a entendu parler des 5 blessures, la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, et quelque part dans ces blessures-là, nous portons des traces en fait d'événements qui n'ont pas été rationalisés. Donc ce sont des mémoires qui sont activées chez chacun de nous quand quelque chose se passe dans nos vies et que ça vient réveiller quelque part des mémoires. Et bien sûr qu'après, quand nous avons grandi, nous avons mis en place des mécanismes, quand nous avons commencé à être capables de tirer des conclusions avec notre cerveau, notre néocortex, c'est-à-dire être capable d'analyser les choses, de les comparer, de ranger l'information. Nous avons commencé à créer des mécanismes aussi, des personnages, qui nous, quelque part, qui agissent à travers nous, et souvent de manière inconsciente. C'est-à-dire que nous n'allons plus être capables quelque part, de canaliser le réactionnel chez nous. Donc tout est sujet à venir activer ces blessures-là, ces mémoires-là. Ça peut être des mémoires de trauma, c'est-à-dire des événements sur lesquels on n'a pas eu d'intégration. Et là, il va y avoir des mécanismes finalement réactionnels à notre insu. C'est ce qu'on peut aussi appeler le corps de souffrance. Eckhart Tolle l'a nommé comme ça, et je trouve que c'est chouette de l'aborder comme ça, parce que cette réactivation permanente de blessures dont nous n'avons même pas conscience, ça nous emmène dans une spirale infernale réactionnelle. Et c'est la plupart du temps, la souffrance que vivent les gens, c'est en lien avec le sentiment d'exister. C'est-à-dire c'est quelque part la douleur que nous portons tous quelque part. Est-ce que ce que je suis, c'est OK? Est-ce que c'est validé par l'extérieur? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je mérite ma place dans ce monde? Ça tourne un peu autour de ça, parce que dans notre construction du moi, notre construction psychique, il y a ce besoin finalement d'être validé par l'extérieur. Et la souffrance, le corps de souffrance, c'est quelque part la réactivation en permanence de cette insécurité-là, cette insécurité fondamentale dans laquelle on peut tous se trouver à des niveaux différents. Et du coup, dans cette souffrance, dans ce corps de souffrance, tout est prétexte à réactiver cette souffrance. Je devais donner un exemple.
Dans un exemple assez anodin, si par exemple j'ai rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne est en retard et que ça dure, il se peut, alors que c'est un événement anodin en soi, si je suis en insécurité et que c'est ma zone de fragilité, il se peut que je me fasse toute une histoire à propos de ça. C'est-à-dire que je commence à me dire, bah, je suis pas importante, il m'a oublié, si ça tombe, c'est toujours pareil, je compte pas, il m'aime pas. Voilà, je peux avoir des tas d'interprétations et ces interprétations ne sont pas là pour rien. Elles sont là parce qu'elles viennent justement résonner avec l'endroit où je suis insécure et où je porte cette blessure-là. Et du coup, je vais en permanence comme ça dans ma vie, quand des événements se présentent, retomber dans cette réactivation-là. Et la souffrance en soi, la vraie souffrance comme nous pouvons l'apporter, c'est un espace où nous ne sommes plus capables quelque part d'agir, mais nous réagissons. Et ça vient en permanence comme s'empiler et créer un vrai gouffre, en fait, un espace où nous n'arrivons plus à être sécures intérieurement et à nous positionner avec du recul, avec la capacité d'observer ce qui se passe en nous. C'est comme si les autres, ou la vie, ou les expériences prenaient le pouvoir sur nous et que nous étions en train de subir ça et de tourner en rond dans ce qu'on appelle les schémas qui se répètent encore et encore, comme si tout se mettait dans l'environnement contre nous, c'est-à-dire à venir finalement nous faire vivre encore et encore ce même espace qui est si douloureux et duquel nous nous sentons victimes. Dans ma posture d'accompagnante, je remarque souvent que les personnes ont tendance à arrêter le travail quand on commence à toucher au moment où elles sentent qu'elles vont devoir lâcher leur souffrance. Alors ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi une identification à la souffrance. C'est probablement dû au fait que nous avons tous, quand nous avons souffert, il y a souvent une notion de victime derrière ça, et un besoin d'être reconnu, un besoin que cette souffrance soit nommée, soit accueillie et soit reconnue, validée. Et c'est d'ailleurs une étape souvent importante pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir construire différemment. Et il y a une partie de nous qui a du mal à lâcher, je vais la nommer l'ego, a du mal à lâcher cette souffrance-là parce que quelque part, elle nous définit, elle explique aussi qui nous sommes. L'ego s'est construit là-dessus, l'idée du moi, ce que nous sommes. Souvent, on va se justifier en disant c'est normal que je sois comme ça parce que quand j'étais petit, mes parents, j'ai vécu ceci, cela, etc. Donc, ça donne une cohérence à ce que nous croyons être ce moi, aux étiquettes que nous mettons sur le moi. Et du coup, lâcher la souffrance, c'est aussi parfois lâcher ce qu'on a l'impression d'être, ce qui fait qu'on est soi. Et ça peut aussi être aussi le sentiment d'abandonner une partie de soi. Quand on a souffert, il y a eu une souffrance et que quelque part on va lâcher ça dans le processus, il y a cette notion de résistance à lâcher parce que ça me définit, c'est quelque part, ça explique qui je suis. Si je lâche ça, je vais perdre une partie de moi. Comment sortir de la souffrance, alors évidemment, tout est une question de contexte, mais la plupart du temps, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'en dessous de chaque souffrance, ça veut dire un mal-être récurrent qui dure dans le temps, il y a en dessous de ça, il y a un schéma, il y a quelque chose qui se répète et il y a des peurs. Et c'est sûr que la peur principale, primale, c'est finalement de pas être soi, de pas exister. C'est vraiment lié au moi, la construction du moi. Et pour sortir de là, c'est clair que il y a
plusieurs possibilités, plusieurs chemins possibles, mais certainement de mettre de la lumière sur les blessures qui sont là et qui sont activées. Parce que tant qu'on ne les voit pas, tant que c'est inconscient, hein, tant qu'on n'a pas une compréhension, une vue, un regard sur ce qui est en train de se jouer, ben finalement, c'est normal que nous rentrions en permanence dans les mêmes schémas, puisque nous nous sentons finalement victimes. Hein. Au lieu de regarder finalement ce que les autres nous font ou ce que la vie nous fait, nous devons apprendre à regarder ce que ça nous fait. Et ça, c'est un pas énorme. Ça veut dire j'arrête de regarder à l'extérieur tout ce qui m'active, tout ce qui me touche, mais je vais commencer à porter la responsabilité de ce qui se passe en moi. Hein. C'est-à-dire je vais tourner mon regard vers l'intérieur. Et c'est là que commence un vrai chemin de libération. C'est la capacité à prendre la responsabilité, ne plus subir, devenir responsable de ce qui se passe en moi. Et du coup, la suite, une fois que j'ai commencé ce chemin-là, c'est un chemin de déprogrammation, hein, celui que nous faisons tous, d'être capable de comprendre finalement quels sont les mécanismes qui sont inconscients et qui sont automatiques, et reprendre le pouvoir là-dessus, ça me demande finalement de prendre une certaine hauteur. Cette posture qui est si précieuse, quel que soit le chemin qu'on fait, c'est de muscler un peu cette position qu'on peut appeler le témoin, ou qu'on peut appeler l'espace plus grand que soi. Il y a plein de mots très jolis pour nommer cette posture-là, et c'est une posture qui permet de ne plus être tout simplement dans la marmite en train de nager, mais d'être capable d'arriver à un espace de neutralité, c'est-à-dire où on n'est plus agi par nos pensées, on n'est plus dans l'analyse et on n'est plus dans le ressenti. Il y a une posture où on peut voir les choses. Nous connaissons tous cette posture, mais c'est une posture qui est importante de muscler pour quelque part être capable d'observer ce que nous faisons, ce que nous vivons, sans être réactivé. Hein, donc c'est avoir une hauteur par rapport à ce qui se joue. Et ça, quelque part, c'est la posture qui va permettre de se déprogrammer, c'est-à-dire d'observer ce qui se joue dans ce qu'on se dit, hein, parce que la plupart du temps, nous souffrons de nos pensées. Hein. Quelqu'un un jour dit « surtout ne crois pas tes pensées », ben oui, nos pensées ne nous disent pas nécessairement la vérité, loin de là, et être observateur de ses pensées, être capable de comprendre les scénarios, les histoires qu'on se raconte en fait, et qui permettent finalement de se rendre compte que c'est ça qui nous active plutôt que la réalité en soi, c'est toutes les histoires qu'on se raconte à propos de la réalité. Et d'être capable d'observer ça et de déprogrammer ça, de choisir en fait les lunettes avec lesquelles on va regarder la réalité et avec lesquelles on va finalement, le filtre à travers lequel on va interagir avec cette réalité va nous permettre de reprendre le pouvoir sur notre ressenti et notre vécu intérieur.